En désaccord avec ce que dit Daïk sur la question de l'opportunité de Laurent Wauquiez, mais la question c'est est-ce que Laurent Wauquiez, s'il n'y avait pas de guerre fratricide avec Bruno Retailleau, l'aurait quand même proposé. Or, moi j'ai un point, je peux vous donner quelque chose, c'est que j'avais discuté avec et Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez sur la question de l'impuissance publique, notamment sur la question de la loi immigration en décembre 2023. J'aurais posé la question à tous les deux en disant pourquoi est-ce que la loi immigration ne passera pas et pourquoi est-ce que vous proposez une réforme constitutionnelle ? Et les deux disaient déjà à l'époque que le Conseil constitutionnel assistait à une dérive. C'est pour ça que Bruno Retailleau contestait l'état du droit, etc., et que Laurent Wauquiez le contestait également, et qui disait que de plus en plus, le Conseil constitutionnel devenait une sorte de co-législateur et qui raisonnait avec un raisonnement qui était politique. Donc, mon avis, c'était que le choix de Richard Ferrand, qu'importe la guerre avec Bruno Retailleau, je pense que Laurent Wauquiez aurait été contre, parce qu'il a été dans des positions assez constantes dans le fait que le Conseil constitutionnel assistait à une dérive contre idéologiquement, mais peut-être aurait-il été pour dans l'état actuel de la coalition gouvernementale. Je pense qu'il est assez franc et assez libre pour montrer qu'il ne veut pas de la coalition gouvernementale telle qu'elle est formée actuellement, et c'est pour ça qu'ils sont en rupture avec Bruno Retailleau depuis décembre dernier. La question qui se pose, je pense qu'ils avaient un problème sur le nom de Richard Ferrand, et je pense qu'ensuite, après, est-ce qu'il y aura une opportunité politique ? Il y avait déjà une opportunité de politique publique. Est-ce que Richard Ferrand est le bon choix pour le Conseil constitutionnel ? Or, le Conseil constitutionnel, d'un point de vue continuité, Jacques Chirac a nommé Jean-Louis Debré, Jean-Louis Debré qui a occupé exactement les mêmes fonctions que Richard Ferrand, c'est-à-dire président de l'Assemblée nationale, et ensuite après Conseil constitutionnel. Laurent Fabius un peu également aussi. Donc ça, il n'y a pas de problème. Le problème essentiel, c'est que le Conseil constitutionnel a un rôle qui est très important dans une hypothèse future de victoire de Marine Le Pen. Et là, si Marine Le Pen gagne, il y a des questions qui sont posées notamment en termes d'abus d'état de droit. Or, la question qui est posée, c'est est-ce que Richard Ferrand sera en capacité de pouvoir controquer et limiter et agir comme un contre-pouvoir face à Marine Le Pen? Est-ce qu'il aura la légitimité et politique et juridique pour faire imposer ses décisions aux Français pour qu'il n'y ait pas de révolte? Ça, c'est le premier paramètre. L'autre point ensuite, et je pense que c'est là où Daïk a raison, c'est qu'en fait, Laurent Wauquiez sait que les députés républicains ne pèsent pas beaucoup à la commission des lois, mais il met la pression à Bruno Retailleau. Maintenant, la seule question qui est posée, c'est si les républicains veulent retoquer Richard Ferrand, il faut que et Mathieu Darnaud, qui est patron des sénateurs, et Bruno Retailleau disent clairement qu'ils ne veulent pas de Richard Ferrand. Si les deux disent non, je crois que Richard Ferrand tombe et ne passe pas. Ce qui serait quand même... On peut l'imaginer là Pour Laurent Wauquiez, la première bataille, c'est une question juridique. En droit, vous avez une interprétation du Conseil constitutionnel. Et quel est le rôle du Conseil constitutionnel ? Est-ce qu'il faut revenir à la conception du rôle du Conseil constitutionnel du 4 octobre 58, ou est-ce qu'il faut laisser le Conseil constitutionnel de maintenant ? Or, Laurent Wauquiez, il faut quand même le rappeler, est maître des requêtes au Conseil d'État. C'est-à-dire qu'il est énarque, il a terminé premier à l'ENA, et notamment il vient du Conseil d'État. Donc il est juriste de formation, notamment juriste de droit public. Donc en fait, il s'y connaît sur les questions. Moi, je me rappelle, c'est un des premiers cours de droit constitutionnel. Vous avez une différence de conception au Conseil constitutionnel. Soit vous considérez que le Conseil constitutionnel est dans son rôle d'agir comme un contre-pouvoir et d'interpréter le droit, notamment depuis la fameuse décision liberté d'association de 1971 qui permet d'insérer un certain nombre de normes. Et Laurent Wauquiez est plutôt sur la logique qui est de dire que le Conseil constitutionnel doit rester dans son rôle d'application concrète, de vérifier la constitutionnalité des lois par rapport à la Constitution, mais non pas le bloc de constitutionnalité selon le Conseil constitutionnel, mais uniquement la Constitution du 4 octobre 58. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est une question de rapport. Dans ce cas-là, en quoi ça pose un problème que ce soit un proche du chef de l'État ? Parce qu'en fait, il a une interprétation qui est très large. Notamment, on peut revenir, Richard Ferrand peut considérer en termes d'interprétation que le président de la République peut démissionner, que ça ne considérait pas comme un deuxième mandat. Ça veut dire qu'il peut le faire, il a le droit de le faire. C'est notamment ce qu'avait dit Laurent Fabius en disant que ce serait un choix qui relèverait du président du Conseil constitutionnel, en tout cas des juges constitutionnels. Il faut rappeler qu'un homme égale une voix. Le deuxième paramètre qui est posé, c'est la question en fait en termes de politique publique et en termes de conception, ce qui a été rappelé, de ce que vous voyez comme le Conseil constitutionnel. Est-ce que le Conseil constitutionnel est vu comme un contre-pouvoir ou est-ce que le Conseil constitutionnel est censé appuyer les mouvements de société ? Or, je le rappelais tout à l'heure, il y a un point qui est très rapidement posé, c'est que de plus en plus on assiste à des dérives posées en termes liberticides, en termes de protection des libertés fondamentales et en termes d'état de droit. Est-ce que le Conseil constitutionnel doit être le garant des libertés fondamentales, doit être le garant des droits des citoyens, ou est-ce que le Conseil constitutionnel doit faire des interprétations jurisprudentielles pour appliquer et devenir un rôle de co-législateur ? C'est ce qu'on appelle le gouvernement des juges. Je crois que Laurent Wauquiez est contre. Et d'autres points, c'est ça le plus intéressant, je pense, dessus, c'est qu'il oblige Retailleau à se positionner. Or, Retailleau est exactement sur la même ligne que Laurent Wauquiez. Et donc, on va arriver à un point politique qui va être très clair, et ce qui va être posé par Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez va lui dire, est-ce que le maintien au gouvernement vaut le prix des convictions qu'il a affichées depuis longtemps ? Normalement, si on pose la question à Bruno Retailleau comme personne, il sera contre la nomination de Richard Ferrand pour tout ce qu'il incarne et en termes de conception du Conseil constitutionnel. Prenez toutes les déclarations de Retailleau, c'est à peu près logique. Mais là, il va aborder la chose très clairement, en bureau politique, où je ne sais pas comment ça se passe chez les Républicains, mais il va lui poser la question, Bruno Retailleau, est-ce que tu es prêt à sacrifier tes convictions pour uniquement être bien vu par Emmanuel Macron et François Bayrou ?
Daïk. On va peut-être pas aller directement sur cette question-là. Après, voilà, ça va se... Mais tout à fait. Oui, mais la différence, c'est le rôle du Conseil constitutionnel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on assiste à un point de bascule au sein des démocraties libérales. C'est-à-dire que vous avez un choc qui est très clair, posé entre expression de la souveraineté populaire et protection de l'état de droit. On va dire quelque chose de concret. C'est-à-dire que lorsque Donald Trump arrive lors de son premier mandat en 2016 aux États-Unis, il propose ce qu'on appelle le Muslim ban, c'est-à-dire l'interdiction de certains musulmans de venir sur le territoire américain. Qui bloque cette décision ? C'est les juges. De la même manière, en France, il y aura des questions qui vont être posées de manière très concrète. Si Marine Le Pen arrive comme présidente de la République, elle peut proposer la préférence nationale. Si Richard Ferrand dit que la préférence nationale est contraire à la Constitution, est-ce que les Français seront d'accord avec Marine Le Pen ou seront d'accord avec Richard Ferrand dans la mesure où son autorité juridique et politique sera très faible face à Marine Le Pen? Autre point qui est posé à Richard Ferrand, dans la mesure où c'est un opposant affiché à Mélenchon aussi. Si Mélenchon arrive comme président de la République, il propose par exemple une taxe à 100% posée sur les produits à plus de 40 000 € de revenus annuels et qui considère que c'est contraire à la Constitution. Est-ce que les Français diront que c'est une décision qui est légitime en droit ou est-ce que c'est une décision qui est politique et uniquement motivée par Richard Ferrand et la protection de la Macronie et des intérêts de la Macronie? Et en fait, c'est tout ça qui se pose. C'est la question de toutes les décisions posées par le Conseil constitutionnel. De la même manière, imaginons, et on ne peut pas l'exclure, que Emmanuel Macron démissionne à la fin de l'année. Richard Ferrand dit la démission ne vaut pas comme un deuxième mandat, donc le président de la République a le droit de se présenter une troisième fois. Et tu vois, et vous voyez, à chaque fois, il y a tous ces nombres de décisions qui peuvent poser problème et qui peuvent poser question sur la motivation et la légitimité de Richard Ferrand dans la mesure où le Conseil constitutionnel a un rôle qui est croissant. Donc, et s'il ne faut pas changer les choses et qu'il ne soit plus nommé par le président de la République. Non, mais moi je pense qu'il peut être nommé par le président de la République. C'est pas ça le sujet, c'est que le sujet, c'est une question de profil. Or, depuis des années, nous, on choisit des politiques pour être à la présidence du Conseil constitutionnel. Moi, je pense que les décisions du Conseil constitutionnel ne doivent pas être motivées politiquement, mais en droit. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de choix, c'est une question de profil. Pour moi, il aurait été plus légitime de nommer un professeur de droit constitutionnel. On va prendre quelqu'un comme Anne Levade. Elle se serait opposée à la préférence nationale, se serait opposée à des décisions de Jean-Luc Mélenchon. Personne n'aurait contesté, personne n'aurait dit qu'elle était partisane ou qu'elle faisait partie d'un clan politique ou qu'elle motivait sa décision sur des bases politiques. C'est ça le choix qui est posé. C'est quoi ? C'est américaniser un peu le... Je pense qu'il faut mettre, et c'est pour ça que les États-Unis ont une Cour suprême qui est importante, ils nomment des professeurs de droit contionnel. C'est des nominations politiques. Oui, c'est des nominations politiques. Mais ça passe quand même. Le problème, c'est l'esprit. En fait, c'est l'esprit du président de toutes les pires impérities. Et puis même, vous posez la question, on aurait pu inverser le process à la commission des lois, qui est que plutôt d'avoir une opposition des 2 tiers, il fallait que le profil soit approuvé par les 2 tiers des membres. Ça aurait obligé le président de la République à mener des consultations qui soient beaucoup plus larges pour arriver à un consensus sur le profil. Et alors, si vous arrivez sur un consensus sur le profil et que l'ensemble des formations politiques auraient été d'accord sur le profil, il n'y a aucun politique qui aurait pu remettre en cause les décisions de ce futur président du Conseil constitutionnel. Alors que là, maintenant, comme il passe quasiment en force, qu'il va passer à 40 ou 50% des voix et qu'on voit très bien qu'il n'aura pas obtenu une large majorité, et l'ensemble des formations politiques qui se sera exprimées contre ne verront aucune obligation ou ne s'empêcheront pas de critiquer les décisions du président du Conseil constitutionnel si c'est Richard Ferrand qui est nommé, dans la mesure où sa légitimité politique est très faible, sa légitimité juridique est très faible et qu'il ne faudra pas s'étonner si Jean-Luc Mélenchon s'oppose dessus, si Marine Le Pen s'oppose dessus ou que les Républicains s'opposent aux futures décisions. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'en fait, vous créez une insincérité et vous alimentez les suspicions de l'ensemble des citoyens contre les décisions du Conseil constitutionnel en disant qu'elles ne sont pas motivées en droit, mais motivées politiquement. Et donc, vous créez le doute sur les institutions de la République et le doute même dans les liens entre les représentants et les représentés. Daïk, quand on a ça... Il y a 2 sujets sur cette affaire Betharaam. Il y a un, c'est est-ce que François Bayrou a menti ou pas ? Si François Bayrou a effectivement menti, il s'expose à une motion de censure spontanée qui le fera tomber et qui potentiellement le fait renverser, parce que le Parti socialiste et le Rassemblement national ne pourront pas soutenir quelqu'un qui a menti à la représentation nationale. Et on verra ce que dit Paul Valéry, mais c'est là-dedans que c'est là où il essaie de se défendre. Les insoumis... Moi, contrairement à ce que vous avez dit, moi, je trouve qu'il s'est plutôt bien défendu, parce qu'en fait, il retrace une chronologie et il montre qu'il y a 2 choses qui sont concrètes. C'est ce que vous avez expliqué, Daïk, c'est qu'il y a une partie des faits qui sont déroulés en 96, auxquels il était au courant, et une partie des faits qui sont déroulés en 98, auxquels il avait dit qu'il n'était pas au courant, mais c'est normal parce qu'il n'était plus membre du gouvernement. Il faut le rappeler, il y a eu une alternance politique en 97 suite à la dissolution prononcée par Jacques Chirac, et c'était un gouvernement socialiste gauche pluriel qui gérait les affaires, et c'est la question qui renvoie à la balle de la personne qui lui a posé. Donc il dit « je ne pouvais pas être au courant parce que j'étais plus ministre de l'Éducation nationale ».
Sur l'autre affaire et sur l'affaire en l'espèce, en fait, ce qui pose problème à François Bayrou, ce qui pose problème à un ensemble de personnes de la classe politique, c'est que vous êtes jugé un peu rétrospectivement de manière anachronique. C'est-à-dire que François Bayrou a pris des décisions dans cette affaire, on peut juger bonnes ou pas, mais dans un contexte de l'époque qui était celle de 1996 quand il était ministre de l'Éducation nationale. Or, les mœurs de 1996 ne sont pas exactement les mêmes mœurs qu'en 2025. On n'acceptait quand même ni les coups, ni les viols, ni les agressions sexuelles. En fait, il faut comprendre que, effectivement, on n'acceptait pas ça, mais la protection de l'institution, parfois, valait plus cher que révéler les cas d'espèce, parce que les questions de sacrifice, on ne va pas revenir dessus, mais peut-être que la question est de savoir, est-ce qu'un homme politique qui n'a pas compris à cette époque-là qu'il fallait... c'est la question qui est posée par la gauche, alors que tandis que des partis qui défendent François Bayrou disent qu'en fait, il a agi selon les règles de l'époque. Et la question qui est posée, c'est celle-ci. C'est est-ce qu'il faut que François Bayrou, en 1996, s'imaginait qu'il allait devenir Premier ministre en 2025 ou qu'il allait être jugé sur cette affaire en 2025, donc 30 ans après, et donc se dire qu'il faut prendre des décisions non pas en l'année 96, mais pour l'avenir avec l'évolution des mœurs, ou est-ce qu'il faut se dire qu'en fait François Bayrou était uniquement circoncis au fait de 96 et qu'en fait il a raisonné avec un jugement de l'époque de 96. Alors effectivement, il y aura toujours un problème en disant qu'il y avait des faits qui n'étaient pas acceptables et qu'il y avait des faits qui étaient mal jugés, mais on a l'impression quand même que c'est davantage, ce qui pose problème à François Bayrou, c'est l'effet davantage de parjure éventuelle que sur le fond de l'affaire, où je pense que l'opinion publique comprend que ce n'est pas exactement les mêmes mœurs en 96 qu'en 2025. Oui, alors, toujours en... Qui est triste. William ? Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit précédemment, parce qu'en fait, le sujet qui est posé, c'est qu'en fait, les Français ne comprennent plus pourquoi est-ce qu'on marche sur la tête et pourquoi est-ce qu'on est dans une forme d'absurdistan. Quand vous regardez la situation, les Français se posent la question simple, c'est est-ce qu'un maire doit célébrer un mariage de quelqu'un qui ne devrait pas être sur le territoire français ? Lorsque vous êtes victime d'une OQTF, donc une obligation à quitter le territoire national, et ben cette personne ne devrait pas être sur le territoire national. Donc beaucoup de personnes se disent, mais si la personne n'est pas sur le territoire national, comment elle devrait pouvoir se marier ? C'est une question qui se pose et qui est tout à fait légitime. Et la question qui arrive sur le cas d'espèce, effectivement, peut-être qu'il y a des questions de mariage ou pas, mais Robert Ménard ne devrait pas être derrière les tribunaux pour refuser de célébrer un mariage. Je pense que c'est ça le point essentiel. Parce qu'une personne qui n'est pas sur le territoire français ne devrait pas bénéficier des droits en France. Et c'est une question qui est posée par de plus en plus de personnes et qui pose notamment problème. Parce qu'en fait, quand on arrive d'un point de vue du droit, je pense que Pablo a raison, mais d'un point de vue d'opinion publique, les Français ne comprennent pas comment ça se fait qu'on arrive dans cette situation auquel on marche un peu sur la tête quand même. Juste, il y a une proposition de loi